Mais cela semble être une guerre longue. Alors, comment pensez-vous que les États-Unis et Israël d'ailleurs vont s'épuiser? Parce que vous avez dit que vous supposiez qu'ils seraient les premiers à être épuisés, et ensuite, j'imagine, ce serait terminé. Mais vont-ils manquer de missiles intercepteurs? Ont-ils une capacité limitée à frapper l'Iran en premier? Ou qu'est-ce que vous pensez qui cédera en premier? Ou est-ce simplement que les États du Golfe exigeront que les États-Unis y mettent fin? Eh bien, tous les ports que nous utilisions habituellement pour ravitailler nos forces navales et les recharger en missiles, roquettes et ainsi de suite, ils ont tous été détruits. En d'autres termes, nous sommes contraints de nous replier jusqu'en Inde, ce qui est assez éloigné de la région. À présent, nous pouvons nous replier jusqu'en Italie à ce stade. Je pense que la Crète est peut-être juste hors de portée, je l'espère. Mais le fait est que tout ce que nous avions l'habitude de faire doit désormais changer. La guerre est devenue une tâche bien plus ardue pour nous. Rappelez-vous, ils n'ont pas seulement fermé le détroit d'Ormuz, ils ont aussi, pour ainsi dire, fermé le canal de Suez, car ils ont bloqué la mer Rouge. Ainsi, la situation commerciale est sombre, la situation militaire est problématique. Je ne pense pas que nous puissions fabriquer des missiles assez rapidement pour suivre le rythme auquel ils sont utilisés. Nous avons fourni d'énormes quantités de missiles à l'Ukraine tout ce temps, et maintenant nous commençons à en ressentir les effets, car une grande partie de ce stock a disparu. Il ne faudra pas longtemps, peut-être quelques jours encore, avant que nous devions commencer à utiliser nos missiles plus parcimonieusement. Cela signifie que vous ne pourrez pas abattre la plupart de ce qui est tiré sur vous. N'oubliez pas qu'il faut tirer au moins 2 ou 3 missiles pour chaque missile entrant, et nous ne pouvons toujours pas cibler et détruire de manière fiable les missiles hypersoniques. Beaucoup d'entre eux arrivent à Mach 3, 4, 5, voire 6, des vitesses qui dépassent nos capacités technologiques actuelles. Donc oui, sur le plan logistique, nous allons avoir d'énormes problèmes. Et nous pouvons faire une pause. Maintenant, que les Russes et les Chinois soient disposés ou non à servir de médiateurs, ou les Indiens, je pense que l'Inde serait probablement le meilleur choix pour la médiation. Après tout, ils sont neutres, malgré la récente visite de Modi en Israël, que je considère comme mal avisée. Néanmoins, Modi et l'Inde ont des liens culturels avec l'Iran. Le sanskrit et la civilisation indienne font partie intégrante de la civilisation perse elle-même. Je pense donc qu'il y a une opportunité pour les Indiens de combler le fossé entre nous, les Israéliens et l'Iran. Mais nous verrons bien. Pour l'instant, je ne pense pas que l'Iran sombre dans le chaos. Oui, nous avons tué le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, mais je ne vois aucune preuve que cela ait perturbé l'unité d'action, ni le commandement et le contrôle. L'autre avantage dont disposent les Iraniens, et c'est un point important, est que la majeure partie de leur capacité est largement dispersée. Cela nous complique énormément la tâche. Même dans nos meilleurs jours, historiquement, nous avons eu beaucoup de mal à gérer quoi que ce soit de mobile. Donc je ne vois vraiment aucune bonne nouvelle à court terme. J'espère qu'à Washington, nous discutons avec d'autres qui pourraient aider à négocier une fin à cette catastrophe. Mais je sais qu'apparemment, au cours du week-end, nous avons manifesté un intérêt pour une négociation. Je ne sais pas par quel canot, mais il semble que cela soit venu de la Maison-Blanche de Trump, et les Iraniens ont répondu non seulement non, mais un non catégorique. Est-ce parce qu'ils ne sont pas encore prêts à mettre fin à la guerre? Je veux dire, cela pourrait sembler un peu insensé de l'arrêter maintenant, puisque l'autre camp pourrait simplement reconstituer ses missiles et revenir à l'attaque dans quelques semaines. Mais selon toi, qu'est-ce que les Iraniens voudraient obtenir de cette guerre avant d'accepter d'y mettre fin?
Je ne sais pas ce qu'ils diront, mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est que nous quittions la région. Et je pense que nous allons nous y résoudre, car cette guerre est en partie de notre fait, et nous nous sommes alignés sur Israël, qui est de toute façon un État paria. Les Israéliens sont déjà largement détestés et méprisés pour leur programme de meurtre de masse et d'expulsion à Gaza. Maintenant, cette guerre ne fera qu'aggraver encore davantage ces problèmes. Je pense donc que les Turcs vont désormais se sentir beaucoup plus à l'aise pour nous demander de partir. Et je pense, comme je l'ai déjà souligné, que dans le Golfe, on nous invitera à partir. En d'autres termes, je pense que nous sacrifions notre position stratégique dans la région au profit d'Israël, mais je ne crois pas qu'Israël en tirera un quelconque avantage. Et vous savez, ce genre de situation aura des répercussions considérables. Si vous êtes sur la péninsule coréenne, vous en avez déjà assez de la présence militaire américaine. Vous n'en voyez pas la nécessité, car les Chinois ne sont pas intéressés par le déclenchement d'une guerre. Les Chinois ont clairement fait savoir aux Coréens que s'ils entreprenaient quoi que ce soit, ils ne recevraient aucune aide de la part de la Chine. Je pense que les Coréens se disent probablement qu'il est temps que les Américains partent et qu'il faut travailler avec la Chine pour réunifier la péninsule et parvenir à une solution stable. Je pense que les Japonais regardent cela et commencent à se demander à quel point ils veulent être étroitement alignés avec nous. Je suppose que mon point est le suivant. Avons-nous l'air forts, puissants et invincibles, ou vulnérables? Malheureusement pour nous, nous devons paraître invincibles et invulnérables. À présent, nous nous sommes exposés à toutes sortes de problèmes extraordinaires que nous aurions peut-être pu éviter. Vous savez, la puissance militaire est l'un de ces domaines où, tant qu'on ne l'utilise pas, personne ne sait vraiment ce qu'on a. Souvenez-vous qu'en 1940, tout le monde disait « Dieu merci pour l'armée française, la plus grande d'Europe, la mieux équipée, avec plus chars, plus de tout. » Cela a disparu assez rapidement. L'armée britannique aussi. Elle n'a pas duré très longtemps. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde où une ère ancienne se termine et une nouvelle commence. Il y aura de nouvelles règles pour l'avenir et elles ne seront pas écrites à Washington. Elles seront, je pense, en grande partie rédigées en Asie et dans une certaine mesure en Europe et au Moyen-Orient. Mais elles seront écrites par les peuples autochtones, pas par nous. C'est la prévision à long terme. Combien de temps cela prendra, personne ne peut le dire. En ce moment, les Iraniens souffrent beaucoup, mais ils infligent aussi beaucoup de souffrance et ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Eh bien, si quelqu'un voulait chasser les États-Unis du Moyen-Orient, je suppose qu'on pourrait examiner 3 domaines. Le premier serait bien sûr la présence militaire. Les bases sont bombardées. Le deuxième concerne les intérêts économiques. Et le troisième est ce à quoi vous faisiez également allusion, la crédibilité des États-Unis, l'idée qu'ils sont tout-puissants et que tout pays cherchant la sécurité devrait s'aligner sur eux. Comment voyez-vous les répercussions géopolitiques plus larges de l'effondrement de la crédibilité américaine de cette manière? Parce que cela semblait être l'exact opposé de ce que Trump voulait. Toute son approche, je pense, consistait à montrer beaucoup de force et à espérer que les adversaires se retireraient. Je pensais que l'hypothèse était qu'il déploierait toute cette puissance militaire, comme l'a dit Witkoff. Trump a été très surpris qu'il ne se soit pas encore rendu, étant donné qu'il voyait toute cette puissance militaire américaine. Mais que se passe-t-il maintenant s'il devient évident que ce sont les États-Unis qui doivent faire marche arrière et trouver une sorte de sortie digne?
Eh bien, vous parlez d'une retraite ignominieuse, ce qui est la dernière chose au monde que Donald Trump souhaite. Nous devons discuter de la manière dont nous passons d'ici à là. Le problème, c'est que nous avons déjà démontré, au cours des 24 à 36 premières heures, notre expertise tactique, notre suprématie tactique si l'on veut. Nous avons réussi à éliminer un certain nombre de personnalités clés, mais pas le dirigeant suprême. Les tactiques gagnent des batailles, mais au final, c'est la stratégie qui gagne les guerres. Nous n'avons pas de stratégie. Quand tout le monde demande quel est le but, eh bien, cela semblait être un changement de régime. Mais je pense que nous avons désormais compris que le changement de régime n'a pas fonctionné. C'est un grand pays, 93 millions d'habitants, à peu près la taille de l'Europe occidentale. Il semble tenir bon. Rien ne laisse penser qu'il ne restera pas uni à ce stade. Alors, quelle est la stratégie? Si l'on ne peut pas renverser le gouvernement, que fait-on? Continue-t-on à lui lancer des missiles et des roquettes en espérant que quelqu'un finira par dire « S'il vous plaît, arrêtez, nous ferons tout ce que vous voulez ». C'est peut-être l'objectif. Je ne pense pas que ce soit un objectif raisonnable. Je ne crois pas que quiconque ait vraiment réfléchi à la question cruciale de la manière de mettre fin à la guerre. Comment y mettre fin? Et le plus ironique, c'est que j'ai entendu le secrétaire à la guerre dire ce matin « Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous allons y mettre fin. » Eh bien, je pense que c'est nous qui avons déclenché cette guerre. Les Israéliens l'ont commencé et nous avons suivi. Toutes les raisons que nous invoquons sans cesse pour justifier cette guerre sont fallacieuses, mais les plus désespérément stupides remontent à 40 ou 47 ans. Vous savez, le nombre de personnes dont on peut réellement attribuer la mort à l'Iran se compte en quelques centaines. Ce n'est pas un grand nombre. Et les Iraniens ne se sont pas comportés pendant la guerre d'Irak différemment de la façon dont nous nous serions comportés s'il y avait eu une guerre similaire au Mexique. En d'autres termes, on fait ce qu'on peut pour dissuader la force présente dans le pays voisin d'entrer sur son propre territoire. Vous savez, l'autre chose, c'est que nous avons, je crois, environ 4000 missiles dans notre arsenal, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il s'agit de différents types, des missiles de croisière et balistiques, je ne sais pas. L'Iran en a environ 450 000. Il y a donc un écart considérable. L'autre chose, c'est qu'on peut tuer un dirigeant, mais on ne peut pas bombarder une civilisation pour la soumettre. Et nous n'avons jamais vraiment compris à quoi nous avions affaire avec l'Iran. Tout le monde parle de l'Iran comme d'un État islamique radical. Rien n'est plus éloigné de la vérité. L'Iran, au fond, c'est la Perse, et cette civilisation est bien plus ancienne. Et la civilisation perse, la pensée, la philosophie, l'art et l'histoire perse, tout cela a affirmé sa domination au cours des 25 à 30 dernières années. Le peuple iranien s'est en grande partie détourné de la forme d'islam la plus idéologiquement rigide. Ils ne détestaient pas Khomeini et ils n'ont pas dansé dans les rues lorsqu'il a été tué. Au contraire, les gens le voyaient comme un être humain humble et décent. Il a sacrifié sa vie. Il est resté là où il savait qu'il serait tué. Le fait de l'avoir tué en a fait un martyr que même ceux qui n'aiment pas l'islam peuvent honorer. Je pense donc que nous avons soudé le pays contre nous. Nous avons mobilisé les gens contre nous. Je ne vois rien de bon sortir de tout cela. Et c'est bien là notre problème. Nous projetons nos valeurs, notre façon de penser, notre expérience sur les autres. Or, notre expérience peut avoir du sens en lien avec celle de l'Europe, mais elle ne correspond pas à celle des peuples du Moyen-Orient et d'Asie, ni d'Afrique d'ailleurs, ni même d'Amérique latine. C'est pourquoi je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde différent, que nous ne comprenons même pas. Le monde change, l'ancien monde s'achève, et nous luttons contre l'émergence du nouveau.
Je crois qu'on peut le dire ainsi. Vous savez, l'avenir du monde n'est plus écrit par nous. Et qu'est-ce que la victoire dans cette guerre? Eh bien, je pense qu'en vérité, la victoire, c'est la stabilité. Et nous avons tout fait pour détruire cette stabilité. La stabilité des marchés, du commerce, des échanges, de la confiance entre États. Vous savez, nous avons une fois de plus démontré de manière concluante que nous sommes totalement peu fiables. Je dis depuis des mois que la décision d'attaquer l'Irak était déjà prise. Et c'était bien le cas. La seule question était de savoir quand, jamais si. Pourtant, nous avons continué à entretenir la fiction qu'il y avait des négociations en cours. Cela nous a nui avec la Russie, cela nous a nui avec la Chine, et cela nous a détruits au Moyen-Orient. Nous suivons rapidement Israël dans ce coin réservé aux États parias. Vous savez par exemple que les Indiens dépendent de 2,6 millions de barils de pétrole du Golfe Persique qui arrivent chaque jour dans leur port. Quand cela s'arrêtera, chaque famille indienne sera en quelque sorte contrainte de payer un impôt de guerre pour lequel elle n'a jamais voté. Une hausse de 10 $ du prix du brut représente 15 milliards de dollars de charges pour l'économie indienne. Ils ne sont pas les seuls. Mais nous ne pensons pas en ces termes. Nous ne réfléchissons pas à l'impact que cela a sur les autres. Il n'y a aucune conscience de ce genre de choses. Et je pense que nous allons en payer un prix terrible, Glenn, et que ce n'est que le début.